Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du nouveau Mac Mini qui est arrivé à la rédaction en plusieurs exemplaires. Vous voyez qu'on a quasiment toutes les configurations qu'on a pu donc tester depuis une semaine. Donc on va parler évidemment beaucoup de performance, de puissance de calcul, mais aussi la grande question, à qui se destine ce Mac Mini? Alors après 4 ans sans mise à jour cette année, c'est un petit peu la révolution puisqu'on change totalement de cible. On n'a plus un Mac à 500 €, il coûte 900. On n'a plus de processeur Beaker, maintenant ils sont quadricœurs. On a une connectique très riche, on a des options professionnelles, on a des puces qui grimpent à 6 cœurs, on a donc des tarifs qui s'en ressentent. Bref, Apple assume maintenant le Mac Mini, c'est un ordinateur pour les pros. Alors une question qui revient souvent, c'est à qui se destine le Mac Mini, qui achète ça? Alors la réponse elle est assez simple, déjà c'est des gens qui ne veulent pas de portable, qui veulent une machine fixe, ça existe encore. C'est aussi des gens qui ne veulent pas forcément acheter d'iMac, qui veulent pouvoir par exemple choisir leur écran ou ne pas mettre d'écran du tout, et puis démarrer à un prix plancher, ici autour donc de 1000 €. Là-dedans on retrouve par exemple les musiciens, les développeurs web, ceux qui font du serveur, et puis même des gens qui veulent de la bureautique tout simplement, qui ont besoin d'une petite machine qui prend pas trop de place et réutiliser donc leurs écrans. Alors là-dedans, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que c'est bien pour faire du montage vidéo, pour faire de la photo, pour faire de la 2D, de la 3D, du graphisme et tout. Alors là, ma réponse elle est plus tempérée, c'est-à-dire que oui, on peut mettre des iGPU, etc., mais ça fait quand même gonfler le prix. Et puis finalement, en fait, c'est pas vraiment une machine faite pour ça. La 2D, la 3D, aujourd'hui ici, on a une carte intégrée, donc pour ces professions-là, moi j'ai tendance à recommander plutôt des iMac ou plutôt des MacBook Pro 15 pouces. Alors extérieurement, vous voyez qu'on est passé sur une robe gris sidéral, comme toutes les machines en fait professionnelles d'Apple. On s'éloigne du côté blanc, je ne sais pas si vous vous rappelez du premier Mac Mini qui était gros, épais comme ça, mais par contre qui était un petit peu plus compact. Là, vous voyez qu'il est plus étalé, mais voilà, on reste exactement sur le même format qu'en 2014. Alors moi, c'est une machine que je trouve extrêmement peu encombrante. Vraiment, on peut la caser sous un bureau, on peut la mettre dans une baie de serveur, on peut la mettre dans un placard, on peut même l'emmener en vacances. Donc ça, c'est un atout idéal. Alors, seul petit bémol au niveau esthétique, je trouve qu'elle glisse beaucoup, notamment ici, vous voyez, sur un bureau comme ça, là, si le fil tire un petit peu, elle a tendance à partir, donc faites bien attention où vous la mettez. Alors, un des atouts majeurs vraiment de ce Mac Mini, c'est la connectique, puisque d'emblée, on a à la fois du Thunderbolt 3, USB-C, mais on a aussi donc des ports USB classiques, il n'y en a que 2, mais je pense que c'est suffisant aujourd'hui, au pire vous mettez des hubs derrière. Il y a un port HDMI, très pratique pour par exemple les vidéoprojecteurs, ou pour en faire des Media Center. Il y a quand même 4 ports Thunderbolt, ça franchement, même sur PC, souvent il n'y en a pas autant, surtout à ce format. Et puis on termine avec le port Ethernet, donc qui est disponible en 10 gigabits en option, et ça c'est vraiment génial pour tous ceux qui font du serveur ou qui ont besoin de gros débit. Alors cette année, deuxième révolution, enfin ils ont arrêté de souder la mémoire, ce qui veut dire qu'on peut ouvrir la machine et la changer. Enfin, ouvrir la machine c'est vide, comme vous le voyez ici, c'est encore tout bien scellé. En fait, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de méthodes pour ouvrir le Mac, il faut quasiment tout enlever, et on risque aussi d'engendrer des dégâts, de sectionner des nappes par exemple. Donc Apple recommande de faire ça par un revendeur. Moi je pense que si vous êtes bidouilleur, vous pouvez le faire. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un petit tuto vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais moi je suis vraiment déçu puisqu'ils avaient déjà un format comme ça où la RAM était accessible. Ils auraient très bien pu le refaire, mais ici en fait on vous encourage à l'acheter sur l'Apple Store qui propose quand même la mémoire vive 2 fois plus cher que dans le commerce. Alors à la keynote, Apple nous a dit cette année on a mis des vrais processeurs de machines de bureau, on a arrêté de mettre des processeurs de portable, ce qui était le cas avant dans le Mac Mini. Alors c'est à moitié vrai puisque effectivement on a des processeurs de machines de bureau, mais ils sont très bridés puisque à 900 € on a un Core i3 à 3,6 GHz, sans turbo, sans hyper threading, c'est-à-dire qu'il a que 4 cœurs pour 4 threads. Et franchement, ça c'est un processeur assez bas de gamme. Et puis le Core i5 qui lui est disponible uniquement sur le second modèle, avec 256 Go de disque, et ben lui, pareil, il n'a pas d'hyper threading. Alors heureusement, il a quand même un turbo à 4 GHz, mais enfin heureusement parce que sa fréquence est assez basse. En fait, pour moi, le seul qui est vraiment un processeur de machine de bureau, c'est le Core i7 qui lui a tout, l'hyper threading. Il a jusqu'à 12 threads, 6 cœurs, et puis il monte à 4,6 GHz en mode turbo. Donc voilà, le Core i7, c'est le seul qui est vraiment digne d'une machine de bureau. Alors dans les tests de performance, on retrouve ce bel étagement des puces, même si vous voyez que le Core i3, alors on nous dit oui, c'est un processeur quad-core de bureau, ouais, mais enfin il est quand même plus lent qu'un MacBook Pro 13 pouces à 2,3 GHz, c'est quand même un petit peu décevant. Alors les deux autres se classent un peu mieux, vous voyez que le Core i5 est un peu en dessous des MacBook Pro 15 pouces, donc de 2018 en Core i9. Et puis la surprise, donc c'est le Core i7 qui lui vient se caler juste en dessous de l'iMac Pro, qui vaut quand même 5000 €. Donc vous voyez que c'est quand même une belle performance, alors qu'on retrouve sous Cinebench à peu près le même étagement avec effectivement ce petit Core i3 un petit peu plus faiblard. Et Cinebench lui a tendance à dire que le Core i7 serait quand même plus rapide donc que le Core i9 des MacBook Pro, ce qui est assez cohérent. Alors un test que j'aime beaucoup pour juger des performances brutes du CPU, c'est Logic Pro, puisqu'il consomme que du CPU et il est très gourmand. Vous savez, quand vous rajoutez des pistes,
piste des effets. Et là, on voit donc que le Core i3, vraiment, il est complètement largué, hein, même face au MacBook Pro 13 pouces de 2018 d'entrée de gamme, qui est pourtant quad-core également, mais voilà, celui-là, il a l'hyper-threading, ça joue quand même pas mal, il a aussi un très bon turbo, ce que n'a pas le Core i3. Et vous voyez que même le Core i5, qui lui n'a pas d'hyper-threading non plus, mais qui a un turbo, il est au niveau simplement du MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme. Complètement fou. Et finalement, la seule puce qui vaut le coup, je dirais, qui est intéressante pour la musique, c'est ce Core i7 qui a vraiment tout, le turbo, l'hyper-threading et qui est à peu près au niveau d'un 15 pouces donc de 2018, qui est une machine qui est quand même vendue beaucoup plus cher. Donc voilà, si vous faites vraiment de la musique que vous voulez durer dans le temps, prenez le Core i7, je crois qu'il n'y a clairement pas photo. Bon alors sur la partie graphique, pas de surprise, on n'a pas de carte dédiée, c'est le GPU Intel, donc on est au niveau d'un portable, d'un MacBook Pro par exemple 13 pouces de 2018. Ce qui est quand même assez décevant puisque pour tout ce qui est montage, vidéo, photo, 3D évidemment, on oublie sur cette machine sans GPU externe, on en parlera juste après, mais c'est vrai que même face à une puce de portable, simplement une 560X voilà, d'un MacBook Pro 15 pouces, là on est quand même sur du 2 fois plus puissant. Voilà. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une option là-dedans pour mettre un GPU qui éviterait de mettre des choses en externe. Mais bon, c'est la philosophie de ce petit Mac, il n'est pas fait tout simplement pour de l'image. Voilà, alors je vous ai fait quelques tests dans les jeux, mais ça s'applique aussi à tout ce qui est animation 3D, que ce soit en architecture ou ailleurs, et vous voyez qu'on est sur un trend d'ordinateur portable avec GPU intégré, que effectivement on se fait totalement larguer par les MacBook Pro 15 pouces. Vous voyez qu'on est même un peu en dessous du MacBook Pro 13 pouces, qui est assez étonnant. Donc voilà, une machine qui n'est pas du tout faite même pour jouer de temps en temps. C'est vraiment pas le Mac adapté. Bon, évidemment, le GPU, ça sert pas qu'à jouer. Aujourd'hui, c'est utilisé partout, aussi bien dans le système, dans les applications de traitement photo, de vidéo, de transcodage. Bref, c'est quand même très très important. Et vous voyez que ici, on n'est même pas donc à la hauteur d'un MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme. Je prends vraiment cet exemple parce qu'on nous parle de machines de bureau. Ouais, non, là, je suis désolé, on n'est même pas au niveau d'un petit portable. Et vous voyez que même sur un portable, justement, équipé d'un petit GPU, la 560X, c'est quand même pas un foot de guerre, et on a tout de suite des performances décuplées. Donc voilà, ça répond un petit peu à la question de tout à l'heure. Si vous faites de la 2D, de la 3D, du traitement photo, du graphisme, c'est quand même pas vraiment le Mac adapté. Alors un exemple d'utilisation conjointe CPU, GPU pour du calcul, c'est Final Cut Pro. J'aime bien ce petit test, puisque y a beaucoup de gens qui me disaient ouais, pour du montage, le Core i7 il doit être quand même rapide, 6 cœurs, 12 threads, etc. Vous voyez que en fait il est au niveau d'un MacBook Pro 13 pouces. La raison elle est simple, c'est le GPU qui, dans ses effets là de flou, de contraste, est extrêmement utilisé et c'est lui le goulot d'étranglement en fait dans ses calculs. Alors effectivement, dès que vous avez la moindre carte graphique dédiée, on a tout de suite des meilleures performances comme avec le 15 pouces. Et puis quelque chose d'assez étonnant, c'est le Core i5. Vous voyez qu'il est plus lent que le Core i3. Alors ça, j'étais assez surpris de ça, mais en fait je me suis aperçu que ses fréquences CPU baissaient beaucoup plus vite en fait quand le GPU est utilisé et qu'il est au même endroit physiquement que le CPU, ils se font chauffer mutuellement. Et le Core i5 qui a des fréquences plus basses, il a du mal à tenir ces fréquences par rapport au Core i3 qui lui est plus proche des 3,6 GHz ou au moins 3 GHz la plupart du temps. Du coup, voilà, on a des aberrations comme ça, mais tout ça pour vous dire que effectivement, c'est quand même pas fait pour du montage vidéo. Alors pour pallier ces faiblesses graphiques, l'idéal c'est de mettre un iGPU. Alors ça fait quand même gonfler le tarif, parce que ça vaut entre 700 et 1500 euros, ça dépend ce que vous mettez dedans. Mais vous voyez que même ce petit modèle de Blackmagic avec la 580, il va diviser par 3 notre temps de calcul là sur le test dans Final Cut Pro, qu'on va être devant donc le MacBook Pro 15 pouces avec sa 560X. Alors je vous ai mis aussi la Vega 64 parce que voilà, on peut prendre une carte très haut de gamme chez AMD, mais là, par exemple, dans ce test-là, ça booste pas tant les performances. Finalement, le simple fait juste de mettre un iGPU, même un petit iGPU pas trop cher, là ça va déjà booster largement les perfs. Alors avec le dernier macOS, on peut forcer donc tous les programmes à utiliser l'iGPU, mais là j'ai un petit exemple sous Final Cut Pro où même en forçant le programme, si vous faites un export en H264, même avec la toute dernière version là qui est sortie, il continue d'utiliser le processeur graphique interne, même si on lui dit d'utiliser celui-là, ce qui est quand même une aberration totale. Donc voilà, vous voyez que l'iGPU, on est encore dans une phase de transition et ça répond pas à 100% en fait des exigences. Alors pour tout ce qui est animation en temps réel, c'est-à-dire OpenGL, notamment par exemple les jeux ou toutes les animations 3D. Alors là, attention, l'iGPU, c'est pas la solution ultime, puisque vous le voyez ici, effectivement, ça permet de doubler les perfs par exemple dans un jeu vidéo, mais vous allez être toujours 2 fois moins performant que la même carte en interne, comme ici avec notre iMac qui a exactement la même carte que l'iGPU, qui a à peu près un processeur équivalent. Vous voyez, on est à 128 FPS contre 55 avec l'iGPU sur notre Mac mini, et même le MacBook Pro qui a une carte moins puissante, il est plus rapide. Donc voilà, ça reste une solution d'appoint. Effectivement, ça permet de booster un petit peu les perfs, mais il faut des cartes quand même très performantes pour arriver à avoir l'équivalent d'une carte, par exemple milieu de gamme ou bas de gamme. Donc voilà, l'iGPU, c'est pas vraiment fait encore pour
pour la 3D temps réel. Voilà, alors si on devait conclure sur la partie performance, moi je pense que vraiment l'option i7 elle est quasiment indispensable, à moins de faire uniquement de la bureautique ou de la navigation web. Bon, ce serait un petit peu cher payé juste pour ça. Et puis l'option i5, bah, très franchement, à part si vous prenez le disque de 256 Go, je vois pas trop l'intérêt. Là, effectivement, ça coûte pas cher de passer de 4 à 6 cœurs, mais c'est vrai que voilà, juste pour ça, ça vaut pas le coup de prendre cette configuration. En tout cas, vraiment, le Core i7, ça me paraît l'option indispensable si vous faites de la musique, du serveur web ou même du gros développement. Alors, comme sur l'iMac Pro, vous pouvez avoir de l'Ethernet 10 gigabits, même si ici c'est une option, donc on peut avoir du 1 giga octet-seconde pour vous connecter à un NAS pour faire serveur web. Ça, c'est vraiment très très cool. Alors moi, je regrette juste qu'ils aient pas mis 2 ports, hein. Franchement, ça aurait été assez sympa, surtout pour un usage serveur. Et puis faites bien attention, l'Ethernet 10 gigabits, il faut avoir les bons câbles, hein, au moins de la catégorie 6 ou alors pas trop de longueur comme ici. Alors côté stockage, bon, c'est toujours la même histoire. Apple propose que 128 Go de base, ça monte jusqu'à 2 Tera, mais on a des disques super performance qui pour moi a plus de sens sur un Mac mini que sur un MacBook Air qui est censé être quand même plus grand public. Donc là on a du 3 Go octet-seconde en lecture-écriture, hein, c'est vraiment fabuleux si vous faites de la perf, notamment en serveur, en développement, enfin il y a vraiment plein de domaines où on a vraiment besoin de la ressource SSD. Alors évidemment, je vous conseille de ne pas mettre tout votre argent là-dedans et d'opter pour des petits SSD externes comme ce modèle de l'ACI là, ils viennent de nous l'envoyer et celui-là il stocke jusqu'à 2 Tera, il est beaucoup moins cher. Alors évidemment il va un peu moins vite, hein, il va à 550 ms à peu près, mais c'est largement suffisant même pour du montage en 4K et puis en plus voilà, vous pouvez le balader un petit peu partout. Donc voilà, mettez pas tout votre argent dans le stockage et puis achetez plutôt ces petits disques externes que vous pouvez brancher bien sûr derrière votre Mac mini. Alors l'un des gros atouts du Mac mini c'est évidemment le bruit. Vous voyez qu'ici les 3 sont allumés et on n'entend rien. Alors évidemment, il y a quand même une petite soufflerie, hein. Si vous le poussez dans ces derniers tranchements, on entend un petit peu, mais c'est vraiment très léger. Souvent, on entend plutôt d'autres appareils avant. Alors j'ai remarqué aussi que la consommation électrique a un peu augmenté. Moi, j'ai mesuré jusqu'à 130 watts avec le Core i7, donc ça commence à faire pas mal. Et puis, un dernier truc qui m'a gêné, c'est qu'il chauffe beaucoup. Enfin, quand vous l'utilisez vraiment pour du montage, par exemple, c'est vrai que la surface ici est très chaude et je me dis qu'il vaudrait peut-être mieux pas trop l'enfermer, hein, comme le font certains dans des baies ou vraiment dans des endroits qui sont pas bien aérés, parce qu'il risquerait peut-être vraiment de surchauffer. On va parler un petit peu des prix, puisque vous étiez nombreux à me dire mais oui, il y a des NUC chez Intel qui sont un peu en fait les cousins, hein, du Mac mini, et c'est vrai qu'ils ont lancé des versions sympas là autour de 900 €. On a un modèle avec un super quadricœur pas bridé, hein, cette fois, avec une partie graphique par AMD qui est quand même beaucoup plus puissante, avec du Thunderbolt 3, avec plein de ports, avec de la RAM accessible, avec un SSD interchangeable. Et c'est vrai que pour le prix, on se dit bon bah chez Intel on a du haut de gamme, là on a de l'entrée de gamme, et puis ici il faut plutôt 1500, 1600 € pour avoir quelque chose d'équivalent. Alors voilà, on est encore 2 fois plus cher que le monde PC. Moi ce que je regrette surtout c'est de ne pas avoir de la compétitivité en entrée de gamme, mais pour le reste, bon bah voilà, on achète un Mac pour macOS, pour voilà, le design, le plug and play, tout un tas de critères qui ne sont pas forcément très objectifs uniquement sur les specs, mais c'est vrai que Apple, je trouve, est un peu cher sur le modèle d'entrée de gamme. Alors si on met un petit peu de côté cette entrée de gamme, moi je trouve que c'est quand même un Mac qui frise le zéro défaut, hein. Franchement, c'est un peu l'update que tout le monde attendait, avec la RAM extensible, avec du Thunderbolt 3 pour avoir du stockage externe, des écrans 5K, de l'IGPU, pour avoir vraiment tous les périphériques qu'on a besoin. Et puis c'est une machine qui est très performante, qui est très silencieuse. Enfin, franchement, si vous êtes dans le cœur de cible, je pense qu'elle vous satisfera pleinement, à condition, hein, de bien choisir le bon modèle. Et puis effectivement, si vous voulez un Mac pas cher, bah, soit vous vous orientez vers les portables, les MacBooks, les MacBook Air, soit vous allez sur le refurb, prenez des Mac mini autour de 500-600 € de la génération précédente, ils sont un petit peu moins puissants. Mais voilà, ce mini en fait est devenu professionnel et je trouve que pour la cible qu'Apple a définie, il fait parfaitement le boulot. Voilà les amis, j'espère que ce test du Mac mini 2018 vous aura plu. En tout cas, moi cette machine m'a beaucoup plu. Si vous avez des questions, puisqu'on ne peut pas tout aborder ici, n'hésitez pas à me les poser, hein, j'y répondrai avec plaisir. Je vous ai aussi mis tous les liens donc, pour acheter notamment ce clavier, les accessoires dont on a parlé donc, dans la vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, les petits likes, bien sûr on s'abonne à la chaîne, hein, j'ai vu qu'on approche les 50 000, on télécharge aussi nos applications mobiles qui ont été mises à jour il n'y a pas très longtemps. Et puis bien sûr, bah, nous on se retrouve donc sur le site et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.